Le sol du Sahel n'est plus seulement une poussière sous les pas, il devient un levier, parce que l'alliance des États du Sahel se rassemble autour d'un centre de gravité que beaucoup n'attendaient pas si vite. Quand Ibrahim Traoré parle de souveraineté, que reste-t-il de l'ordre financier et politique qui s'est nourri pendant des décennies de cette région? Si la rupture se confirme, l'onde de choc dépassera largement Bamako, Niamey et Ouagadougou. La promesse de ce récit tient en une chose: suivre, sans surcharge, comment une alliance sahélienne affirme qu'elle peut reprendre la main sur l'argent, la sécurité et le récit. Comprendre ce basculement aide à lire les prochains mois lucidement. L'enjeu, tel qu'il apparaît dans le contenu source, n'est pas une simple scène protocolaire, mais une tentative de déplacer des rapports de dépendance, notamment via une banque confédérée, une chaîne de télévision et l'idée d'une autosuffisance alimentaire. Le texte insiste aussi sur l'effet miroir à distance, ce que vivent les populations et ce que ressent une diaspora décrite comme prête à investir autrement que par des transferts de survie. Ibrahim Traoré est présenté comme le symbole d'une rupture et non comme une figure décorative. Et si l'alliance change vraiment les règles, qui paiera le coût immédiat et qui captera le bénéfice? Dans cette lecture, Ibrahim Traoré Burkina Faso et Burkina Faso News deviennent des repères pour mesurer la portée réelle, pas des slogans. Deux éléments très concrets s'imposent alors. Une banque confédérée annoncée avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA et un passeport biométrique présenté comme un acte de souveraineté technologique. À partir de là, la narration ne décrit plus une simple alliance, mais une tentative de reconfigurer la sécurité, l'économie et l'image du Sahel autour d'un même centre. Le contenu source place Ibrahim Traoré au cœur de ce basculement, comme s'il incarnait un refus de demander la permission d'être libre. L'argument n'est pas formulé en termes techniques, mais en termes d'indépendance. Contrôler les ressources, raconter ses propres histoires, et ne plus dépendre d'organisations jugées inutiles quand elles ne servent pas les intérêts des populations. Dans cette logique, l'alliance des États du Sahel est décrite comme une confédération qui cherche à transformer 3 pays en un bloc, pour cesser d'être traités séparément et donc plus facilement influençables. Le récit insiste sur une émotion politique, le contraste entre la richesse du sol et la pauvreté vécue. Il rappelle l'idée que des matières premières, comme l'uranium ou l'or, alimentent des économies extérieures alors que des villages restent sans infrastructures fiables. Cette tension devient le moteur du discours. Si l'Alliance revendique le droit de décider seule, elle remet en cause une architecture où la valeur circule vers l'extérieur tandis que les coûts sociaux restent sur place. Et une question demeure, suspendue: si ce modèle change, par quel mécanisme précis l'ancien équilibre perdrait-il sa stabilité? Le texte avance aussi un second fil, plus stratégique. La force unifiée et les opérations à grande échelle sont présentées comme une réponse à l'inefficacité attribuée à des armées étrangères accusées d'avoir laissé la violence croître malgré leur présence. En parallèle, la diplomatie et la communication sont décrites comme des liens stratégiques, avec l'idée qu'un récit autonome vaut autant qu'une action sur le terrain. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est associé à une promesse: la dignité ne serait plus un slogan, mais une méthode. Pour rendre cette dynamique lisible, le contenu source choisit des visages ordinaires comme boussole. Il parle d'Amadou, 58 ans, père de famille près de Bobo Dioulasso, qui a vu le coton partir vers des capitales lointaines pendant que ses enfants manquaient de repas corrects. Ce n'est pas un détail décoratif, c'est la manière de dire que la politique n'est crédible que si elle change la trajectoire d'une table de cuisine. Dans cette scène, la frustration ne vient pas d'une idéologie, mais d'une répétition. Des présidents passent, des costumes restent, et le quotidien ne bouge pas. Une autre vignette s'ajoute, celle d'Aïcha, 65 ans, grand-mère dans un village périphérique de Ouagadougou. Elle vit dans un pays présenté comme producteur d'or, mais sans électricité fiable. Le texte affirme qu'elle a vu des soldats étrangers traverser son village en véhicules blindés, sans que la protection promise n'arrive, tandis que la violence se rapprochait.
Puis il place un objet au centre. Le passeport biométrique de l'AES, symbole d'un statut collectif, comme si un document devait traduire une dignité retrouvée. Ces micro-cas fonctionnent comme un test immédiat. Si l'alliance a du sens, elle doit produire une différence visible avant même les grandes annonces macroéconomiques. C'est aussi là que la figure d'Ibrahim Traoré est installée, non pas comme un héros abstrait, mais comme l'homme auquel on prête la capacité de relier souveraineté, sécurité et besoins élémentaires. Et au fond, cela décidera si l'espoir devient infrastructure. Le point de départ est une nomination qui, dans le contenu source, est décrite comme bien plus qu'une rotation de leadership. Le capitaine Ibrahim Traoré prend la tête de l'Alliance des États du Sahel, un geste de continuité interne, un signal externe, une déclaration, selon le texte, que l'ère où l'on demandait la permission d'être libre serait terminée. Et dès ce moment, la scène n'est plus seulement institutionnelle, elle devient un acte de rupture. Puis vient la phase d'activation. Le discours insiste sur l'idée d'autonomie, d'abord dans les mots, ensuite dans les outils. Ibrahim Traoré remercie les populations pour leur résilience et rappelle que la liberté n'est pas un chemin pavé de fleurs. Le contenu source met en avant une discipline, la notion d'attacher la ceinture, parce que la force unifiée doit être suivie d'opérations à grande échelle. Cela forme un double message. À l'intérieur, il faut se préparer. À l'extérieur, il ne faut plus compter sur d'autres pour sécuriser le territoire. La tension monte quand le récit attaque le cœur d'un récit concurrent. La présence d'armées étrangères présentées comme protectrices, mais jugées inefficaces puisque la violence aurait continué de croître. La séquence est racontée comme un basculement de légitimité. D'un côté, des bases confortables. De l'autre, des soldats nourris par l'amour de la patrie. Le texte affirme que cette différence redéfinit la paix, non comme une assistance, mais comme une capacité endogène. Ensuite, la dynamique s'élargit. Le contenu source affirme que la confédération ne se limite pas au champ de bataille. Il insiste sur la diplomatie et la communication comme des liens stratégiques. Il évoque des diplomates qui auraient travaillé pour obtenir une reconnaissance malgré des scepticismes. Puis il propose une lecture nette. Les puissances mondiales ne voulaient pas que cette alliance existe. Elles auraient préféré la division. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso auraient donc choisi la force du bloc pour rendre plus coûteuse toute tentative de pression. Le climax arrive avec un geste politique décrit comme un coup de maître, l'idée de se retirer d'organisations jugées inutiles si elles ne servent pas les intérêts des populations. Le contenu source nomme l'exemple d'ECOWAS, présenté comme une structure ayant menacé d'intervention et imposé des sanctions contre le Niger, sanctions décrites comme frappant les plus vulnérables. Dans cette logique, quitter n'est pas un caprice, c'est un refus d'un mécanisme perçu comme instrumentalisé. À ce moment, le récit ajoute une deuxième couche, la diaspora. Le texte décrit des ingénieurs, médecins et professeurs vivant au cœur de l'Occident, longtemps déconnectés, puis ranimés par l'ascension d'Ibrahim Traoré et de l'AES. Il ne s'agit plus seulement d'envoyer de l'argent pour survivre, il s'agit d'investir dans une reconstruction décrite comme industrielle et agricole. Le contenu source transforme cette énergie en levier narratif. La diaspora devient un deuxième front, non militaire, mais informationnel et économique. La séquence se termine par des répliques, plus lourdes. Le texte évoque des réactions occidentales, des pressions, des tentatives de délégitimation, et l'idée que l'échec serait catastrophique. Il décrit une lutte prolongée, un hiver noir, un temps de résistance, où les sanctions, la désinformation et la subversion interne pourraient viser à casser l'alliance. Dans cette dernière vague, Ibrahim Traoré est replacé au centre, non comme garantie, mais comme accélérateur d'un processus que le monde n'aurait pas anticipé. Avant 2025, le récit décrit une dépendance subie. En 2025, il revendique une autonomie fabriquée. Un premier élément, très parlant, apparaît aussitôt. Un capital initial annoncé de 500 milliards de francs CFA pour la Banque confédérée. Cette mise de départ vise à financer l'industrialisation selon des conditions locales. Dans le contenu source, ce chiffre n'est pas présenté comme une simple ligne comptable. Il sert de preuve rhétorique
que l'Alliance veut déplacer le centre de décision. Le raisonnement est direct. Tant que l'argent vient d'ailleurs, l'agenda est écrit ailleurs. Si un moteur financier est posé au cœur du bloc, la négociation change de camp. Le texte insiste sur un point, les prêts à conditions impossibles seraient une boucle qui renvoie l'argent vers des entrepreneurs étrangers et donc vers l'extérieur. A l'inverse, une banque confédérée est décrite comme un outil pour garder la valeur sur place et pour soutenir des priorités récurrentes du récit, notamment l'agriculture et l'énergie. Ibrahim Traoré est rattaché à cette logique comme une ligne de conduite. Contrôler l'outil monétaire pour contrôler le rythme du développement. Un deuxième élément suit tout aussi révélateur. 2025 devient le marqueur d'une coupure technologique et symbolique avec le passeport biométrique de l'AES. Le passeport sert de symbole concret d'identité politique et numérique. Le texte encadre ce passeport comme un objet de souveraineté, pas comme un document administratif. Il oppose implicitement deux États. Avant, l'identification est décrite comme dépendante d'acteurs extérieurs. Après, elle serait reprise et sécurisée par des choix techniques et des partenariats décidés au sein du bloc. Le message sous-jacent est simple. Si l'identité est administrée hors du territoire, la souveraineté reste théorique. Si elle est maîtrisée par l'Alliance, la souveraineté devient praticable. Dans cette mise en scène, le passeport n'est pas l'objectif final. Il sert plutôt de preuve que la Confédération peut produire des instruments concrets, et donc tenir une promesse de continuité institutionnelle. Enfin, un troisième élément ancre le tout dans le vécu. Un micro-cas, 58 ans, l'âge d'Amadou, utilisé comme mesure humaine de la fracture économique. Son âge ancre l'injustice dans une vie complète, pas un instant. Ce troisième nombre est traité différemment des deux précédents. Il ne prouve pas une capacité financière ou administrative, il prouve une durée. Le texte s'en sert pour dire que la dépendance n'est pas un accident, mais une répétition vécue. Les exportations, les promesses politiques et l'attente deviennent une histoire longue qui traverse une génération. Ce point importe parce qu'il explique la tonalité du récit. L'Alliance ne se vend pas comme un projet technique, mais comme une réparation où la sécurité, la nourriture et la monnaie sont des conditions de dignité. Prises ensemble, ces trois repères produisent un effet de démonstration. Un chiffre pour l'outil financier, une date pour la rupture institutionnelle, un âge pour la preuve sociale. Le contenu source n'offre pas une comptabilité complète. Il offre une architecture d'arguments qui relie ressources, récits et pouvoir de décision. La question qui reste ouverte n'est pas seulement combien ou quand, mais par quel mécanisme la promesse se transforme en résultat visible. L'argument le plus fort en faveur de l'alliance des États du Sahel, tel qu'il ressort du contenu source, tient en une logique de survie et de cohérence. 3 pays, confrontés à une violence persistante et à une dépendance économique, choisiraient de se constituer en bloc pour reprendre les commandes. Selon cette lecture, l'unification n'est pas un slogan, mais une méthode. La force unifiée et l'annonce d'opérations à grande échelle sont présentées comme la réponse à l'échec d'une sécurité externalisée. La banque confédérée et la chaîne de télévision sont décrites comme des infrastructures de souveraineté capables de réduire la dépendance aux prêts, aux récits médiatiques et aux arbitrages extérieurs. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré devient un symbole de discipline. Le texte insiste sur l'intensité du travail demandé, sur l'autosuffisance alimentaire comme condition minimale de liberté, et sur l'idée que la dignité ne se négocie plus. Mais un second argument opposé existe aussi dans le même univers de lecture. L'alliance pourrait être perçue comme un pari risqué parce qu'elle s'expose à la pression, aux sanctions et à la déstabilisation. Le contenu source reconnaît implicitement cette fragilité en évoquant des sanctions économiques, des menaces d'intervention et une bataille du récit menée par des médias dominants. De plus, la recherche de partenaires alternatifs comme la Russie ou la Chine peut être interprétée par les sceptiques comme une simple substitution de dépendance plutôt qu'une autonomie réelle. Dans cette perspective, la promesse de souveraineté peut se heurter à une réalité. L'économie mondiale, les chaînes d'approvisionnement et le contrôle des capitaux créent des contraintes qui ne disparaissent pas par décret. La réponse du contenu source à cette objection
est structuré autour de 3 contrepoints. D'abord, il affirme que la dépendance actuelle est déjà une forme de contrainte, donc que le risque n'est pas nouveau, seulement déplacé. Ensuite, il soutient que la multipolarité n'est pas une soumission, mais une capacité à choisir, à s'éloigner d'une mauvaise affaire et à en négocier une meilleure. Enfin, il insiste sur la diaspora comme amortisseur, non seulement par l'argent, mais par l'influence et la capacité à contester les récits dominants. La thèse finale est claire, la fragilité n'est pas une raison de rester immobile, mais un argument pour accélérer la construction d'outils propres, afin que la souveraineté se mesure en décision, pas en discours. À ce stade, une idée devient centrale, l'identité. À ce moment du récit n'est pas présenté comme une révélation spectaculaire, mais comme un basculement silencieux. L'Alliance ne cherche pas seulement à contrôler des frontières ou des mines, elle cherche à contrôler les clés invisibles qui structurent une souveraineté moderne. Le passeport biométrique de l'AES devient alors plus qu'un symbole, il sert de preuve que l'autorité peut se matérialiser dans un objet quotidien et donc dans une routine de citoyenneté. À travers ce document, le récit affirme que les données, les mouvements et l'appartenance ne doivent plus être administrés par l'ancien centre de gravité. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré est utilisé comme figure de liaison. Il relie l'émotion de la dignité au langage des outils. Le texte insiste sur le fait que la bataille ne se limite pas à la sécurité. Elle se déplace vers la monnaie, la technologie et la capacité à raconter l'histoire depuis l'intérieur. La Banque Confédérée et la chaîne de télévision, déjà évoquées, prennent ici une autre fonction. Elles deviennent des institutions qui empêchent la souveraineté de rester abstraite. Et c'est précisément ce déplacement qui change la nature du conflit décrit. Si l'Alliance tient ses instruments, alors elle ne conteste pas seulement une influence, elle conteste une architecture. Pour l'État, la conséquence la plus immédiate décrite dans le contenu source est un déplacement du pouvoir de décision. La Confédération est présentée comme une manière de sortir d'un rôle périphérique où la sécurité, la monnaie et même l'identité administrative dépendraient d'arbitres extérieurs. En se dotant d'une banque confédérée et d'une chaîne de télévision, le bloc affirme vouloir contrôler 2 leviers qui structurent l'autorité moderne, financer et raconter. La décision de s'éloigner d'organisations jugées inutiles est aussi présentée comme un acte de souveraineté opérationnelle et non comme un simple geste symbolique. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est pas seulement une figure politique, mais une pièce de cohésion. Il est utilisé pour donner un centre stable à une architecture qui se veut collective. Pour les entreprises, le contenu source suggère une reconfiguration des opportunités, mais aussi des contraintes. Si la Banque Confédérée finance l'industrialisation aux conditions africaines, l'Alliance ambitionne de réduire la dépendance à des prêts décrits comme piégeants. Cela pourrait encourager une dynamique où des projets agricoles, énergétiques et d'infrastructures gagnent en continuité, parce que l'argent ne serait plus entièrement conditionné par des agendas externes. Mais le texte laisse aussi entendre un risque. La pression internationale, les sanctions et la bataille du récit peuvent rendre plus coûteux l'accès à certains marchés, technologies ou partenaires. Dans ce contexte, l'entreprise locale se retrouve au milieu d'un choc de normes où l'autonomie économique doit se construire sans rupture brutale de fonctionnement. Pour les citoyens, l'effet est raconté à travers des micro-cas, précisément parce que c'est là que la crédibilité se joue. Amadou, 58 ans, représente une génération qui a vu les richesses partir sans retour tangible. Aïcha, 65 ans, incarne la fatigue d'un pays producteur d'or, où l'électricité reste fragile. Le passeport biométrique devient une promesse d'appartenance et de respect. Presque une preuve qu'une dignité collective peut s'inscrire dans un document. Et la nationalisation évoquée de certaines mines d'or, même décrite sans chiffres détaillés, sert de signal. Si la valeur reste sur place, elle peut devenir école, hôpital ou réseau énergétique. Le contenu source ne promet pas des miracles. Il insiste sur une rupture psychologique où l'espoir ne vient plus d'une aide, mais d'une capacité à décider. Pour la région, la conséquence est une recomposition géopolitique. Le bloc Mali-Niger-Burkina Faso est présenté comme un mur contre une logique de contrôle,
un espace qui coupe des routes d'exploitation et force les puissances extérieures à revoir leurs réflexes. Le récit décrit déjà des réactions. Confusion, pression, tentative de délégitimation et usage d'organisations internationales comme médiateurs d'un ordre ancien. En parallèle, il met en scène une diplomatie multipolaire, où la Russie et la Chine apparaissent comme des partenaires possibles, non comme des tuteurs, selon la logique affichée. Ibrahim Traoré est placé au centre de cette recomposition comme un accélérateur. La question n'est plus seulement qui gouverne, mais qui fixe les conditions. C'est ce glissement qui dans le texte transforme un événement politique en test mondial. Sur un horizon de 6 à 12 mois, le contenu source suggère 3 trajectoires possibles, non pas comme des prédictions, mais comme des lectures conditionnelles d'un même mouvement. La première, le scénario de base, correspond à une consolidation lente. La Confédération poursuit la mise en place de ces instruments, renforce sa coordination sécuritaire et élargit sa présence diplomatique sans rupture totale avec l'environnement existant. La Banque confédérée agit comme signal plus que comme moteur massif, parce que la crédibilité se construit par étapes. Dans cette voie, le passeport biométrique et la chaîne médiatique deviennent des marqueurs de continuité, tandis que l'Alliance apprend à gérer la pression et les contraintes sans perdre la cohésion interne. Le coup principal est l'endurance, tenir le rythme demandé sans promettre plus vite que la capacité réelle. Le scénario optimiste se dessine si les outils annoncés produisent des effets visibles. La banque finance des projets jugés prioritaires par le bloc, l'offensive agricole progresse et la logique d'autosuffisance alimentaire gagne une traduction concrète. En parallèle, la bataille du récit bascule. La Confédération impose son propre langage, réduit l'impact des cadres médiatiques adverses et attire davantage d'investissements de la diaspora, non seulement sous forme d'argent, mais sous forme de compétences. Dans cette trajectoire, le discours d'Ibrahim Traoré se transforme en méthode collective. La souveraineté cesse d'être une émotion et devient un système. L'effet régional est alors un élargissement de l'intérêt des voisins, avec une légitimité accrue et un affaiblissement progressif des structures jugées incapables de répondre aux besoins. Le scénario le plus sombre apparaît si la pression externe et les tensions internes convergent. Le contenu source évoque déjà sanctions, désinformation et subversion. Dans ce cas, ces leviers s'intensifient. La cohésion du bloc est testée par des difficultés économiques, une fatigue sociale et une montée du coût de la rupture. Les instruments créés deviennent des cibles politiques. La banque est contestée, la force unifiée est sollicitée au-delà de ses capacités et l'alliance est décrite comme instable pour justifier une mise à l'écart. Dans cette trajectoire, la promesse reste intacte dans le langage, mais se fragmente dans le réel. Une ligne de conduite se dégage en filigrane. Suivre les mécanismes, pas les slogans. Observer ce qui est construit, ce qui est financé et ce qui résiste à la pression. Et surtout, une question reste suspendue. Si les instruments tiennent, quel sera le premier indicateur qui obligera l'ordre ancien à s'ajuster publiquement? Pour une partie du public, l'effet le plus direct n'est pas institutionnel, mais mental. Le contenu source décrit un changement de posture, où la dignité devient un critère d'évaluation quotidien. Cela peut toucher d'abord ceux qui vivent au Sahel, parce que la sécurité et le prix du panier alimentaire déterminent immédiatement la confiance dans toute promesse. Quand le discours insiste sur l'autosuffisance alimentaire, il ne s'agit pas seulement d'agriculture, mais d'un test. Une population accepte plus facilement l'effort si elle voit une amélioration, même modeste, dans la capacité à se nourrir et à tenir face au choc. Pour la diaspora, le texte propose un autre impact. La transition entre envoyer pour survivre et investir pour construire. Cette nuance peut se traduire, dans la vie réelle, par des choix de priorité. D'un côté, continuer les transferts familiaux qui amortissent le quotidien. De l'autre, réfléchir à des formes d'engagement plus structurées, sans prétendre résoudre des problèmes systémiques depuis l'extérieur. Le contenu source insiste surtout sur l'influence narrative, contester des cadres médiatiques jugés réducteurs et expliquer autour de soi ce que l'Alliance prétend vouloir faire sans romantiser ni diaboliser. 2 pistes modestes ressortent de cette logique, sans ajout d'informations nouvelles.
La première est d'adopter une discipline de vérification, suivre les annonces d'outils concrets évoqués dans le texte, banque, passeport, médias, et observer ce qui évolue, plutôt que de se contenter d'un élan émotionnel. La seconde est de pratiquer une discussion utile, poser des questions précises sur les mécanismes, éviter les étiquettes et comparer les promesses à des signes visibles, même imparfaits. Dans ce cadre, l'attention devient une forme de responsabilité, parce qu'elle empêche le débat de se dissoudre dans la pure adhésion ou le rejet automatique. Une feuille de route, telle qu'elle se déduit du contenu source, peut se résumer en 5 étapes opérationnelles, chacune avec un acteur, un moment et un critère de lecture. Première étape, poser l'architecture institutionnelle. Les dirigeants de la Confédération doivent stabiliser la transition et clarifier les responsabilités entre États, afin que l'alliance ne reste pas une déclaration, mais devienne une administration. Le moment est immédiat, parce que la cohésion est présentée comme le premier capital. Le critère de lecture est simple, continuité des décisions, cohérence du message, absence de signaux contradictoires. Deuxième étape, activer la force unifiée avec un objectif clair. Les forces militaires du bloc, selon le texte, doivent passer d'une annonce à des opérations à grande échelle sans perdre la légitimité populaire. Le moment est court terme car la sécurité est l'examen permanent. Le critère de lecture est la capacité à réduire la distance entre promesses et terrain et à démontrer une efficacité que le récit oppose aux dispositifs étrangers précédents. Troisième étape, faire fonctionner les outils économiques. La banque confédérée, décrite comme moteur financier, doit financer des projets visibles liés à l'agriculture et à l'énergie afin que l'investissement ne soit pas seulement un symbole. Le moment est moyen terme, parce que le financement demande une mise en place, mais l'attente sociale est immédiate. Le critère de lecture est la traçabilité des priorités. Quel secteur, quel projet et quel impact perçu sur la vie quotidienne. Quatrième étape, verrouiller la souveraineté technologique et administrative. Le passeport biométrique est présenté comme un acte de reprise des clés d'identité. Ibrahim Traoré est associé à cette étape comme à un fil stratégique, parce que l'objet incarne une souveraineté praticable. Le moment est progressif, car la confiance se construit par usage. Le critère de lecture est l'autonomie réelle, qui contrôle les données, qui maîtrise la production, et comment l'alliance protège la continuité du système. Cinquième étape, gagner la bataille du récit sans perdre la complexité. La chaîne médiatique de l'AES et l'engagement de la diaspora sont décrits comme un deuxième front. Le moment est permanent parce que la pression et la délégitimation sont présentées comme constantes. Le critère de lecture est la capacité à produire un récit crédible, reconnaître les difficultés, montrer les avancées et éviter que l'alliance ne soit réduite à une caricature. Au bout de cette trajectoire, le récit revient à ce qu'il a posé comme preuve intime. Une vie qui attend depuis trop longtemps. Amadou n'est pas un concept. C'est un père qui a vu la richesse partir sans revenir. Aïcha n'est pas une statistique. C'est une grand-mère qui mesure la souveraineté à la lumière qui s'allume, au repas qui tient, au calme qui dure. Dans ce cadre, le passeport biométrique de l'AES n'est pas glorifié pour sa forme, mais pour ce qu'il promet, rendre visible une appartenance qui ne s'excuse plus. Ibrahim Traoré est alors moins un personnage qu'un point de jonction. Il relie l'émotion à l'outil, la fierté à l'institution, la parole à la contrainte de produire. Et si le texte insiste tant sur la banque, la sécurité et le récit, c'est parce qu'il veut éviter une victoire seulement symbolique. La dignité doit laisser une trace dans le quotidien. L'épreuve, c'est le réel, pas le discours. Ibrahim Traoré reste dans cette narration l'accélérateur d'un pari collectif. Transformer un élan en structure et une structure en amélioration tangible. Ce que le contenu source met sur la table dépasse une actualité. Il propose un symbole, celui d'un bloc sahélien qui veut se tenir debout et qui invite la diaspora à ne plus regarder l'histoire comme un spectacle. Dans cette lecture, l'unité n'est pas une fin en soi. Elle est un instrument pour négocier, pour sécuriser, pour financer et pour raconter. L'enjeu, au fond,
et de savoir si un continent peut reconstruire ses règles sans se contenter d'échanger une dépendance contre une autre. Pour le public, l'invitation la plus utile est une attention active, mais calme. Suivre les instruments concrets, comparer les promesses aux effets visibles et refuser les caricatures. Ibrahim Traoré est présenté comme une figure centrale de cette séquence, mais le texte rappelle aussi que la réussite ne repose pas sur un seul homme, elle dépend d'une cohésion interne, d'une capacité à résister à la pression et d'un récit qui ne ment pas sur ses difficultés. La question ouverte est donc simple et elle mérite une réponse nuancée. L'alliance des États du Sahel peut-elle devenir un modèle reproductible ou restera-t-elle une exception sous tension? Et si la souveraineté commence par l'argent, la nourriture et l'identité, lequel de ces trois leviers changera en premier de façon irréversible?